Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, grosse émission cette semaine. Ouais. 100% Steve Bossé. On va avoir l'occasion d'y revenir un peu plus tard. La semaine dernière, c'était 100% David Gauthier. On est à quelques mois déjà, François, des Olympiques de Rio au Brésil. Et là, les qualifications, ça commence, les noms commencent à tomber et on a reçu une excellente nouvelle en fin de semaine. Je veux que tu nous en parles parce que c'est notre championne à nous, la championne de la région, Aurélie Rivard. Ça va très, très bien. C'était les qualifications, Alexandre, pour les Jeux paralympiques de Rio. Aurélie en natation, 5 médailles d'or qualifiées pour les Jeux paralympiques. C'est le deuxième jeu. Écoute, quelle performance. Elle a tout raflé, Alexandre. C'était de toute beauté à voir aller. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'avoir des vidéos. Oh, définitivement. Elle était à Radio-Canada, à la CBC en fin de semaine. Eux, ils l'ont adopté, hein? Pas à peu près, je vais te dire. Oui, je pense qu'ils l'ont adopté plus que les médias québécois, malheureusement. Autre Sport Express, là, on s'enlève de là parce qu'on en parle régulièrement. J'ai pas lu vraiment. J'ai vu que Jean-Luc Brassard a laissé tomber son rôle pour Rio. Est-ce que tu sais que ça a rapport avec le scandale? Bien, ils ont dit que c'était assez personnel, mais d'après moi, ça rentre Moi, je pense qu'il n'a pas apprécié de la façon qu'on a géré toute cette histoire de Marcel. Pas pour Marcel Aubu, mais bien que comment ça se fait qu'on n'avait pas vu ça avant puis qu'on avait laissé tomber. On avait laissé passer quelques plaintes. C'est dommage. Tu seras remplacé par Kurt Arnett. Tu te rappelles les cheveux? Oui, exactement. Mais tu sais, la nouvelle qui est à la tête du Canada, en fait, de l'équipe canadienne olympique, ça s'en va pas mal dans l'Ouest. En tout cas, quoi qu'il en soit, il a laissé tomber ça aussi. Je t'ai su un peu pour Justine Morier parce qu'elle avait tellement travaillé, mais tu as vu son message sur Facebook. Justine Morier, Alexandre, elle aura encore le temps de se reprendre et on la félicite. Et Maxime Roussel également, Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a passé proche et outil de se qualifier. Mais vous avez encore le temps, les amis. Les prochains jeux seront pour vous. Voilà. François, c'est quasiment rendu notre recherchiste attitré, William Julien. Il y avait des trucs également au niveau du football. Oui, football scolaire. Suite à la participation d'Alec Nantel et de Cédric Dubuc au camp d'équipe Québec, ce sera au tour de Félix Lafleur, qui est un receveur, de participer au camp le 17 avril prochain. Donc, félicitations, ça se passe cette semaine, Alexandre. Hey, j'ai vu passer ça sur Facebook. Bravo pour ton travail en fin de semaine avec les Géants. Je pense que les gens ont apprécié. Oui, merci. Un beau banquet, les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Belle soirée. Dimitri Morin, qu'on avait reçu ici, le corps arrière, MVP de l'année. Et j'aimerais souligner également Kevin Dupré, joueur offensif de l'année. P.O. Lestage, joueur défensif. Beaucoup d'honneur, une belle soirée. Félicitations à toute la gang des Géants. François, on s'arrête tout de suite parce que les gens nous l'ont demandé, nous demandent de base depuis longtemps. 100% Steve Bossé. On s'arrête 3 secondes. Et au retour, l'entrevue que François a réalisée avec lui. Après avoir reçu le boxeur David Gauthier pour une émission complète de Sport Express la semaine dernière, on est bien heureux de recevoir cette semaine pour un show complet également quelqu'un qui pratique les arts martiaux, quelqu'un que vous connaissez bien, notre ami Steve Bossé qui est avec nous. Salut Steve. Salut. Bienvenue au studio. Ta première visite ici dans nos nouveaux studios. Oui, c'est bien. Steve, écoute, tu viens, ça fait quelques semaines que tu es revenu de l'Australie où tu as livré toute une performance à James DeHuna. C'est bien ça? Parle-moi un petit peu de ton expérience UFC en Australie. Écoute, ça a vraiment été une belle expérience. Je m'en allais là avec... j'avais eu une grosse défaite à mon premier combat. Fait que j'avais hâte de nettoyer cette défaite-là. Puis James DeHuna, c'est un adversaire vraiment parfait pour moi parce que non seulement il avait déjà un gros nom UFC, il avait affronté comme entre 5 et 10 gars dans le top 10. Fait que, regarde, le tout était super, là. C'est un gars de la place, tu te battais contre un favori de la foule. Comment c'était d'être le underdog devant les partisans? Est-ce que ça paraissait? Les gens étaient vraiment rangés derrière lui? Non, je ne l'ai pas senti vraiment. Parce que là-bas, on m'a dit que la Nouvelle-Zélande puis l'Australie, c'est pas... Il y a comme une friction, mais ça reste que j'étais quand même l'outsider, mais je l'ai pas vraiment ressenti. Les gens étaient vraiment super. La salle était vraiment pleine là-bas. Fait qu'il y avait beaucoup d'ambiance. Steve, parle-moi un petit peu de l'expérience d'aller te battre en Australie. On en parlait avec le décalage horaire. C'est rien comparé à ici. Il a fallu que tu te rendes là-bas, même quelques semaines d'avance pour ta préparation? Oui, je suis arrivé. Je suis parti parce que je suis allé souvent en Thaïlande. Je sais c'est quoi le décalage. Le UFC, eux, m'envoyaient à partir du 15 mars. Le combat était le 20 en Australie. Ici, c'était le 19. Fait que c'était important pour moi d'arriver avant. Fait que je suis arrivé là-bas le 9 mars, puis c'était vraiment correct parce que les 4-5 premiers jours ont été vraiment difficiles à adapter le décalage.
Mais j'étais vraiment ça à coche pour le combat le 20 mars. Là. Donc, toi, tu es allé là-bas, tu as deux de tes entraîneurs qui sont montés avec toi, un partenaire d'entraînement, un entraîneur, c'est bien ça? Oui, exactement. Puis, comment ça fonctionne une fois que vous êtes là-bas? Est-ce que c'est un combattant de là-bas qui vous prend avec vous? Bon, ben voici le gym, voici les endroits où tu peux rester. Comment ça fonctionne? Non, là-bas, je suis vraiment allé, dans le fond, de mon propre gré, plus de bonheur. Fait que j'avais à m'organiser moi-même, à me louer une place. C'est pas le UFC qui s'occupait de tout ça, là? Bon, le UFC, ils m'ont redonné l'argent pour que j'ai pu rembourser les coûts que ça m'a occasionné. Mais j'avais vraiment une belle place, un bon gym pour continuer, pour finir mon camp d'entraînement là-bas. Il y a Yann Pellerin qui est venu avec moi, qui est un partenaire d'entraînement. Puis j'ai Ashraf à la bouche, que mon coach, que lui était là. Fait que, ben, tu sais, c'est vraiment la Ligue nationale. On arrive à l'aéroport, comment on est reçu, comment on est traité. Je me suis battu au Centre Bell, je me suis battu dans des organisations professionnelles ici au Québec qui étaient vraiment très, très bien, mais ça ne se compare pas. C'est vraiment... C'est tout qu'un feeling de te battre pour le UFC. Là. Parle-moi un petit peu rapidement des coulisses un peu du UFC, là, avant un gala. Là, à quelle heure tu es arrivé à l'amphithéâtre? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un avec toi pour être certain que, tu sais, avec la boxe, des fois, une fois que les tapes sont mis, quelqu'un est avec toi? Est-ce que c'est la même chose au niveau du UFC? Est-ce que c'est vraiment là, très sécurisé pour vous autres? Tout est réglé au quart de tour, comme on peut dire. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé spécial, qui est différent, mettons, qu'à l'époque, quand j'étais au niveau professionnel, mais au Québec, c'est que quand tu arrives, tu passes une semaine avec toute la gang. Autant les adversaires que les coachs, tout ça, sont à la même hôtel. On va bruncher le matin, on se regarde, on se fraternise un peu avec on se serre la main, on arrive dans l'ascenseur, mon adversaire, what's up, on se donne la main. Fait que c'était pas comme dans le passé où je voyais mon adversaire la peser, je m'en allais chez nous, puis j'arrivais au Centre Bell, je faisais le combat contre mon adversaire. Là, je le côtoie. Fait que c'est un petit monde. Puis c'est spécial aussi de voir l'entourage des gros noms, des noms connus, de Mark Hunt qui était là le soir, qu'on se parle. Puis là, c'est vraiment un petit monde, autant que je les voyais de loin, vraiment. C'était big, le UFC, ces grosses vedettes-là. Puis de me ramasser à la même place qu'eux autres, puis pouvoir échanger avec eux, c'est vraiment On avait vu, il y avait Misha Tate aussi qui était là également, que tu as rencontré là-bas. Donc, une nouvelle championne. Ça doit être impressionnant quand même de les côtoyer. Oui, très impressionnant. Elle, ils l'ont fait venir juste pour de pouvoir être avec les fans, signer des autographes, prendre des photos. Regarde, c'était vraiment un beau trip. Là. Parlons un petit peu, lorsque le coup de poing est arrivé, Steve, tu as toujours été reconnu pour ta force de frappe. Est-ce que tu l'as su tout de suite quand tu as frappé qu'il était pour tomber puis il se relèverait pas? Je savais que l'impact était juste avec l'impact, la façon qu'il est tombé. Je savais que j'y avais vraiment fait mal. Puis là, j'avais hâte de voir s'il était pour revenir de ce coup-là. Puis juste le temps, j'ai vu qu'il n'était plus là. Fait que je savais que la victoire était là. Mais c'était vraiment un combat qu'il ne fallait pas prendre à la légère parce que James Doonan en avait knocké beaucoup de monde dans sa carrière. Fait que je savais que lui aussi, c'était un cogneur. Est-ce qu'il voulait essayer de m'amener au sol ou est-ce qu'il voulait jouer la game debout? Ça reste que c'est ça le combat ultime. Puis de le voir au début, de forcer l'attaque, d'essayer ses premiers coups, tant qu'il a lancé l'overhand, s'il m'aurait atteint, c'est quand même un gros bonhomme qui cogne dur. Fait que, on avait un plan de match, c'était vraiment de l'attirer, de le faire manquer. Puis à suite de ça, moi, de décider quand on va échanger. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui est arrivé. Puis des combinaisons plus longues, pas juste un ou deux coups. On voulait aller avec 3 puis 4 enchaînements. Fait que c'est le 3e ou 4e coup, je pense, qui a atteint la cible. J'étais un petit peu comme en déballant en plus, mais lui, il rentrait. Fait que la chance a été là, c'était un coup parfait à bonne place. Pas juste la chance. Non, mais je veux dire, une façon de parler. L'opportunité est arrivée. Ah, c'est ça. L'échange était parfait, il est rentré en même temps que le coup était à bonne place, puis on a fini le combat comme ça. Tu sais, on sait, le dernier combat, ça avait moins bien été. C'est toi qui s'est ramassé à sa place. C'est toi, malheureusement, qui a reçu le coup fatal. Parle-moi un petit peu de ton état d'esprit avant d'arriver dans l'octogone. Est-ce que tu avais encore ça dans la tête ou tu avais vraiment réussi à tasser ce combat-là? Non, j'ai vraiment pris le temps de faire le vide de ma dernière défaite. Elle a été dure à accepter parce que tu ne veux jamais perdre par KO. C'était ta première défaite de la sorte. Je ne connaissais pas ça, perdre par KO. Surtout pas au combat le plus important de ma vie, la première fois que je me battais dans la grande organisation du UFC. Fait qu'en prenant le temps de cet été, vraiment de la digérer, de tout ça, puis quand je suis retourné à l'entraînement, c'était vraiment mis en arrière, je l'avais accepté. Je pense qu'une année, il faut que tu passes par-dessus accepter. C'est comme faire un deuil, hein? Oui. Tu sais, je veux dire, regarde, c'est arrivé, c'est arrivé. Il y a tellement de fois que j'ai mis des adversaires KO que si je ne suis pas capable d'accepter, surtout de la façon que je me bats, tu sais, ça fait partie de la game. Puis regarde, tant que c'est arrivé, je suis allé voir James parce que je sais comment il se sentait, parce que je l'ai connu, cette défaite-là, au mois de juin. Mais regarde, en gros, je suis content d'avoir nettoyé, d'avoir revenu fort comme ça.
Puis avec un knock-out de mon côté encore, regarde, c'était le meilleur scénario. Là. Steve, rapidement, parle-moi un petit peu. Les gens se posent souvent la question, les bourses au UFC, est-ce que c'est trop indiscret de te demander combien tu as reçu en cachet? Non, écoute, j'ai quand même... moi, le fait que j'avais voulu... dans le fond, il m'avait offert de remplacer Rampage Jackson. Ouais. Il nous avait donné un meilleur salaire. Mais le salaire UFC, là, quand tu commences, c'est pas vraiment énorme. C'est ça, tu ne feras pas 100 000. Là. Non, c'est vrai ça. Puis, tu sais, on parle de 6 000 plus 6 000 si tu gagnes. Donc, 6 000 si tu perds, 12 000 si tu gagnes. Moi, je suis rendu à 10 plus 10. Donc, quand j'ai perdu le mois de juin, j'étais à 10 plus 10, j'ai fait 10 000. Mais là, dans le fond, je vais atteindre le 12 plus 12 parce que je viens de gagner. Fait que tranquillement. Mais là, c'est en signant au 2e ou au 3e contrat, donc à partir du 9e combat au UFC, qu'on peut commencer à dire qu'on peut gagner des bonnes bourses. Là, il y a toujours le chaos de la soirée. Jusqu'au dernier combat, on croyait que tu étais pour remporter le 50 000. Malheureusement, tu ne l'as pas eu. J'imagine qu'il y a une certaine déception. Oui, regarde, c'est sûr qu'il y a une certaine déception parce que tout le monde, même, on avait un petit buffet à l'arrière. Tous les combattants venaient me voir, me disaient « Hey, le bonus, c'est à toi, tu as vraiment fait un beau KO en plus. » On en a parlé tantôt. Dana White a fait un tweet « Boom, what a hit! » Oui, j'étais content, tout le monde me l'envoyait, tout ça, mais regarde, l'important, c'est d'avoir gagné, d'avoir fait un KO comme ça. C'est sûr que ça aurait été vraiment le fun d'avoir ce bonus-là, mais ça sera pour la prochaine fois. Là, il y a Ottawa qui s'en vient. Tu es sur la carte avec Rory McDonald, Pat Côté, Olivier Aubin-Mercier également, je pense qu'il est sur la carte. Rapidement, parle-moi un petit peu de ton adversaire à Ottawa. Sean O'Connell, honnêtement, c'est un gars que je ne connaissais pas. C'est lui qui m'a remplacé lorsqu'il y a eu la carte en 2014 contre Ryan Gimo à Québec. Oui. Quand j'avais décidé de prendre ma retraite à cette époque-là, lui, il m'avait remplacé. Il avait perdu contre Ryan Gimo. Ensuite de ça, je ne sais pas par cœur les noms qu'il a affrontés, mais il était à 2 victoires, 3 défaites au UFC. Le UFC, une fois qu'ils me l'ont proposé, regarde, je suis allé voir, c'est un combattant qui a l'air d'avoir les mains lourdes, qui a une bonne boxe. Puis, il va vouloir rester debout? On ne sait pas. D'après moi, oui. Dans son style de combattant, c'est un gars qui aime rester debout. Ça va donner un bon spectacle. Puis c'est un gars qui est ranké 23e dans la division des 205. Moi, après cette victoire-là que j'ai eue, je suis rendu 26e. Donc, tranquillement, tu sais, step by step. Moi, c'est comme dans le temps du hockey. Là, quand je suis arrivé dans l'Union américaine, je n'ai pas voulu sauter d'étape. Je suis là pour le vivre à fond, un combat à la fois. Puis au mois de juin, on va essayer d'en mettre plein la vue à tous les fans qui vont être là, puis ceux qui vont regarder le combat à la télévision. Bien, Steve, écoute, on te souhaite la meilleure des chances pour la suite. On te garde en studio avec nous parce que peut-être les gens à la maison vont se dire « Steve, il me semble, moi, je le connaissais à cause du hockey. Comment ça a commencé, les arts martiaux? On le voyait au hockey. » Vous allez tout décortiquer ça avec Alexandre dans la deuxième partie d'émission. Merci, Steve. Plaisir. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour à ce 100% spécial Steve Bossé à Sport Express. Steve, salut. Salut. Steve, tantôt avec François, on a parlé un peu plus de l'univers du UFC, mais avant de rentrer sur tes débuts en arts martiaux mixtes, juste revenir sur ton knockout, comment s'est senti la main droite? Parce que t'as-tu senti le coup? Ah, regarde, j'ai senti l'impact que ça a donné, mais pas de douleur en tant que telle.
comme à l'époque où j'ai eu beaucoup des blessures au niveau de la main droite. Ce côté-là, c'est réglé, c'est guéri. Ma main est solide maintenant. Mais quand l'impact est rentré, là, je savais que le combat était... Tu savais que c'était fini? Ouais. Fait qu'en tout cas, s'il y avait un millième de doute, c'est réglé là, au niveau de la main droite. On passe à autre chose maintenant. Tu me parles aussi des tests antidopage parce que c'est quelque chose maintenant, ça a été un peu la sortie de Georges Saint-Pierre depuis les dernières années. Parle-nous-en un peu, ça ressemble à quoi? Écoute, c'est très strict, c'était assez sévère. Il faut se localiser à chaque trimestre, une fois par 3 mois. Par courriel, il t'envoie à chaque jour, OK, est-ce que tu t'es relocalisé pour l'autre trimestre? Il faut que tu donnes ton itinéraire de chaque jour, où est-ce que tu vas t'entraîner, les heures que tu vas t'entraîner, si tu travailles, ton adresse et les heures que tu vas être à la maison. Parce qu'ils peuvent venir 24 heures sur 24, soit au gym, soit au travail, soit à la maison, pour faire un test d'urine ou un test sanguin. OK. Fait que dans le fond, c'est vraiment strict. Toi, tu suivais, c'est quoi? Ils peuvent arriver à 7h30 du matin? Ils sont arrivés à 7h30 le matin chez nous, je pense à peu près 1 mois avant le combat. C'est pas à cause que j'étais en entraînement qu'ils sont venus. Ils peuvent venir même si je suis off-training. Ils sont venus. Ce matin-là, ça a été un test d'urine. Ça surprend. Hein? Tu vois deux gars ding-dong chez vous puis qui te disent on va te lire tes doigts, la USADA, on vient prendre ton urine. Mais regarde, c'est une bonne affaire pour le sport, ça va donner le sport propre, ça va être à égalité pour tout le monde. Exact. Puis quand tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas peur des tests. Hein? Non, c'est ça. Exactement. Puis tu as même resté surpris parce que tu t'attendais à te faire tester après ton combat en Australie, puis c'est pas arrivé. Hein? Oui, normalement, si je prends un exemple sur le mois de juin, quand je me suis battu en Floride, en arrivant, ils ont demandé un échantillon d'urine. Puis après le combat, il y avait un échantillon d'urine aussi pour vérifier si, après le test d'urine, l'athlète n'aura pas pris quelque chose. Mais écoute, moi, j'étais surpris, il n'y avait pas eu de test d'urine. Je me suis dit, OK, normalement, ça, c'est les tests de la commission athlétique. Quand c'est pour le jour du combat. Je me suis dit, peut-être, vu que l'USADA a pris en charge les tests antidoping, qu'il n'y en a plus. Mais non, écoute, quand j'ai dit ça à mon agent, Stéphane Patry, il dit non, il aurait pu te tester. Normalement, il dit, il teste pas mal tout le temps. Ben ouais, c'est surprenant. Fait que, Puis là, dernièrement, on a vu Frank Mir a été pris cette journée-là. On n'a pas dit c'était quoi, par contre, dopage, mais ça peut être n'importe quoi. C'est assez large. Mais honnêtement, il devrait le dire, non? Parce qu'à la limite, si c'est du Sudafed ou du NyQuil, j'aime bien mieux savoir. Parce que là, il me semble que les doutes persistent. C'est un peu comme avec Tenordi puis le Canadien. C'est quoi qui a pris? Personne ne le dit. Fait que là, les rumeurs partent. Puis, Oui, exactement. C'est ça qui ne doit pas être drôle en ce moment pour Frank Mir, que tout le monde mette ça au pire. Le monde doit penser sur les stéroïdes, la cocaïne, le cannabis, peu importe. La liste est très longue, que ce soit, comme tu as dit, du Sudafed ou des médicaments. C'est sûr que tu as besoin de médicaments parce que tu es malade, tu vas avoir une prescription qui va venir avec. Tu vas pouvoir aller défendre ton point. Mais on a un petit carnet de poche, puis tout. Avant de prendre quelque chose, il faut vraiment s'assurer que c'est réglementé par l'USADA. Il faut envoyer par courriel, contacter l'USADA pour qu'ils donnent le OK qu'on puisse utiliser le produit pour ne pas avoir un retour contre nous. C'est assez touché. En tout cas, il devrait peut-être sortir la liste. C'est comme Sharapova, ça paraissait bien au niveau du diabète, mais finalement, tous les Russes qui font du sport ont le diabète, ça a l'air. Fait que, finalement, ça s'est réglé court. Steve, François et moi, on te connaît depuis longtemps, à l'époque des Aigles, des Chiefs, après ça, dans la Ligue nord-américaine de hockey. Pas mal de gens te connaissent également comme étant un hockeyeur. Ça a commencé comment, ça? Je sais que Stéphane Patry était dans tes débuts également, mais c'est arrivé comment? Qui est venu te voir qui a dit, Steve, ça te tente-tu de faire des arts martiaux mixtes? Écoute, c'est assez drôle la façon dont ça s'est passé. On avait un ami en commun, moi et Stéphane Patry, qui est Mike Micklette, un gars que beaucoup de monde connaît dans la région de Saint-Jean. On revient loin, là. Tu ressors des noms. Une personne qui est établie au niveau du sport dans la région, surtout au hockey, par son fils et tout ça. Écoute, Mike, il venait toujours me voir au match. Il me disait Steve, tu devrais venir voir un événement de combat ultime qui était TKO à l'époque. Il dit, je te verrais faire ça. Moi, je disais, oui, Mike, mais moi, vraiment, personnellement, je ne pensais pas pouvoir le faire parce que je pensais que tous ces gars-là pratiquaient des sports de combat depuis qu'ils étaient jeunes. Puis moi, je faisais de la boxe pour m'améliorer sur la glace, mais ça finissait là. Il n'y avait rien de sérieux là. Puis plus qu'il m'en parlait, il m'avait même amené une calotte, puis un T-shirt, une manée qu'il avait ramené de l'événement. Puis,
je veux dire, je le laissais aller comme ça, mais ça avait jusqu'à temps que j'y aille au Centre Bell. Mais lui, de son côté, Mike, il faisait la même chose avec Stéphane. OK. Hey, tu devrais voir un de mes gars, puis il domine la ligue, c'est un cogneur, puis il faut que tu l'aies dans ton organisation. Fait que là, Stéphane, il le laissait parler jusqu'à temps qu'on se rend compte qu'on se serre la main. Puis même quand j'avais été au Centre Bell, Stéphane, on se serrait la main, mais il pensait vraiment pas faire quelque chose avec moi. Là. C'était vraiment... c'est le match qu'il était venu voir jouer au Colisée. À force que Mike, il scelle les oreilles pour qu'il vienne me voir jouer, finalement, il vient au Colisée. C'est là que Mike me disait hey, « Stéphane Patry est là ce soir. » Coïncidence, on joue contre la Mission de Sorel. Et un dénommé Mirasty. Mirasty est là. Puis à l'époque, je ne l'avais pas mis encore KO. Okay. On avait fait toujours des bonnes guerres. Puis là, lui, Stéphane, il y a du monde qui disait, puis là, Stéphane, il écrivait des textes à ses amis qui connaissaient la Ligue. Les gens disaient, t'as pas pogné le bon match parce qu'à soir, ça va être Mirasty, il va lui donner une volée. Puis comme de fait, j'ai fait le plus gros knock-out contre John Mirasty, qui est un des plus beaux knock-outs de ma carrière. Fait que tant que Stéphane m'a vu passer, puis que le monde scandait mon nom, puis j'avais 2 bras dans les airs, puis John m'avait atteint à la lèvre, j'avais la lèvre coupée, je saignais, tout pour mettre ça sur le spectacle. Puis ensuite de ça, Stéphane est venu dans la chambre après, il m'a dit « Steve, j'aimerais ça te battre au Centre Bell. » OK, laisse-moi y penser. Écoute, en reparlant au téléphone, il dit « Gars, je pourrais te trouver des commandites, ça pourrait t'amener tant. » Je dis « OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Je vais te donner des gyms où aller t'entraîner, ça te donnerait X nombre de temps. Il fallait laisser passer la saison. Ouais. Commencer l'entraînement, puis je m'étais dit « Gars, je vais y aller pour le trip. Je vais en faire un, je vais pouvoir dire à mes enfants, je suis allé me battre au Centre Bell dans une cage. » Parce que TKO, c'était ça à l'époque, c'était une cage en fait. Oui, c'est l'Octogone. C'est le 2e événement qu'il y a eu un Octogone au Centre Bell. Écoute, j'ai tombé en amour avec l'entraînement, j'ai aimé ça. J'ai vu que j'avais un certain talent, j'ai progressé rapidement. Après ça, il est venu le combat, le fameux combat, premier combat que j'ai gagné. Fait que là, j'ai goûté à la victoire, puis là, ça allait débouler, mais c'était pas dans le but de faire une carrière. C'était vraiment un combat après l'autre que là, de m'année, j'ai vraiment pris ça au sérieux. Puis j'en suis ce que j'en suis aujourd'hui. Si je me souviens bien, c'était pas l'été de la Coupe Futura, ça? Il me semble que oui, parce que je me souviens très bien. Frank, peut-être tu pourrais me le dire, mais je pense que oui, parce qu'on était tous là. Il y avait Christian Proulx, Olivier Michaud. Je pense que l'équipe des Chiefs au complet était... Oui, exactement. Ton entrée était quelque chose, les lumières fermées. Tu dois t'en rappeler comme c'était hier. C'était assez mémorable. Vraiment. Ça l'a fait beaucoup de jaloux dans le milieu parce que, veux pas, il y a des gars qui ont travaillé, qui ont bûché fort pour percer dans cette organisation-là. Tu as amené le 3/4 du monde dans les estrades aussi. Là, Je veux dire, quand tu regardes ça du niveau promotion, c'était toi. Stéphane, il a vu un gros coup de marketing à faire l'entour de moi. Il y avait beaucoup de gens de la Ligue nord-américaine, non seulement juste de Saint-Jean, mais partout dans la Ligue. Mike Miquette, il s'est promené. Hein? Il a vendu beaucoup de billets à Sherbrooke. Puis cet événement-là, en plus, il y avait John Mirasty qui combattait aussi. Fait que beaucoup de monde dans la Ligue nord-américaine. Fait que ça a amené des nouveaux fans pour le MMA au Québec. Ça a été juste bon, je pense. Puis c'est des belles histoires. Quand tu regardes ça avec le temps, Mirasty, toi qui es maintenant dans la UFC, Mirasty qui est allé jouer en Russie, dans la Ligue américaine également, vous parlez sur Facebook, puis je pense qu'il te suit maintenant. Fait que vous êtes donné des coups, mais en même temps, aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est drôle de voir où vous êtes rendu aussi. Là, fait que... vraiment impressionnant que John, après plusieurs combats difficiles que j'ai occasionnés, qui était capable d'aller se pointer dans un camp de la Ligue américaine, de faire l'équipe, ensuite de ça, aller dans la KHL, puis pogner tous les gros bonhommes qui ont déjà joué dans la Ligue nationale. Moi, je le regardais, puis regarde, vraiment, il me faisait triper. Puis de son côté, lui, il regardait ma carrière, comment elle allait, puis les deux, on se dit, on s'ennuie de la rivalité qu'on se créait, veux pas, tant qu'il venait à Saint-Jean ou à Sorel, des grosses guerres qu'on a faites. C'est toujours le fun aussi tant que les gens me reparlent de ces combats-là. Puis en même temps, ça doit t'aider parce que tu parlais tantôt de l'Australie. Bon, tu t'es battu contre un Australien et tout ça, mais tu as vécu des vendredis soirs dans des shacks au Québec, perdus avec le monde bien chaud dans l'édifice. Fait que tu sais, à la limite, tu es un peu habitué. Tu sais, dans l'UFC, on ne te garoche pas de bière, mais dans la Ligue nord-américaine, tu t'es fait traiter de tout et non. Ah ouais, regarde, c'était spécial. La Ligue, le temps qu'elle était à son maximum, peu importe la ville où on allait, souvent, les Summon Chiefs, on débarquait à quelque part, la salle était comble, puis il y avait tout le temps beaucoup d'ambiance. C'était de bon vieux temps. Écoute, on va être là pour t'encourager à Ottawa. Merci beaucoup. Puis les gens qui pensent que le jet set, que le UFC, c'est jet set, Steve est pompier, vous le savez, puis Steve s'en retourne travailler à 7 heures. Exact. Merci beaucoup, Steve. La meilleure des chances. On continue à te suivre. All the best.
François, avant de parler de NASCAR, parlons un peu des Dorchesters. Oui, c'est le happening de la saison 2016, Alexandre, qui aura lieu ce dimanche, le 17 avril, de 10h à 16h à l'école Boutier. Vous allez pouvoir rencontrer des entraîneurs, avoir de l'information sur les Dorchester et vous assisterez également au dévoilement de l'équipe des cheerleading. Oh yes! Oh yes! Belle collaboration aussi avec les Dorchesters. On va vous en parler souvent. Oui, définitivement. Il y avait du NASCAR, mon cher François. C'était présentation samedi dernier de la 7e course de la saison de la série Sprint de NASCAR. J'adore leur nom. C'était le Doc Commander 500 sur l'ovale du Texas Motor Speedway à Fort Worth, Texas. Le champion en titre de la série, Kyle Busch, le préféré ici, vraiment pas à Sport Express, surtout Claude, a remporté sa 2e course de la saison en prenant la tête de l'épreuve avec 33 tours à faire et signant ainsi sa 4e victoire d'affilée, toutes séries confondues depuis le retour du congé de Pâques. C'est assez fort, là. Dale Earnhardt Jr. a terminé 2e et Joey Logano, Jimmy Johnson et Austin Dillon, bien connu dans sa famille, mon cher, complètent le top 5. Alors, classement des pilotes, Kyle Busch est premier, Jimmy Johnson est 2e, Kevin Harvick est 3e, Carl Edwards est 4e, Joey Logano est 5e. La prochaine course, dimanche, le 17 avril, à 13h, c'est le Food City 500 en direct du Bristol Motor Speedway. Ça, c'est au Tennessee, mon cher. Il nous reste 1 minute, Claude, c'est ça? Il faut que je te parle de Jordan Spieth. Si vous pensez qu'il n'y a pas de pression au golf, écoutez, il reste 3 championnats majeurs. Là, le premier, c'était le Masters. Je vous le dis, pour les 3 derniers, vous pouvez pas écouter le jeudi, vous ne pouvez pas écouter le vendredi, peut-être à la limite le samedi. Mais écoutez le dimanche. Le dimanche, même le premier 9, c'est pas grave. Lorsque tu tournes et que tu es sur le tertre de départ du 10e, on dirait que là, la pression tombe, mes amis, ça n'a pas de bon sens. Et même quand il y a des écarts de 2 ou 3, il n'y a rien de joué. Rien de joué. Alex, vite, tu as vu le trou d'un coup de Osterhausen? Écoutez, épique. Puis il a failli avoir un double, le trou d'un coup. Mais sauf que la première balle aurait pas compté. Il l'aurait remis. Exact. Merci François. Merci, Merci à Steve Bossé. Merci à vous d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.